Cet épisode vous est présenté en partenariat avec Nuvei. Je suis ravi de m'associer à eux parce que leur approche du paiement correspond exactement aux enjeux dont on parle ici. Nuvei, c'est une plateforme qui donne accès à plus de 700 méthodes de paiement à travers le monde. Mais surtout, c'est une équipe et une technologie qui accompagne concrètement les marchands pour construire un écosystème de paiement global, souverain, fiable et performant. Si vous cherchez à optimiser vos paiements, à gagner en autonomie ou à mieux adresser vos clients partout dans le monde, je vous invite vraiment à découvrir ce qu'ils proposent. Pour en savoir plus, rendez-vous directement sur nuvei.com, nuvei.com. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Nous sommes le 19 décembre et après le résumé de l'actualité, je vous propose 4 articles cette semaine. Petit colis importé, une enquête parlementaire révèle les contrôles quasi inexistants et des fraudes massives à lire sur e-commerce mag. Intelligence artificielle, Amazon est en passe d'investir 10 milliards de dollars dans OpenAI, à découvrir sur l'usine digitale. PrestaShop passe sous pavillon polonais, une recomposition du commerce numérique mondial en vue, à lire sur French Web. Et enfin, nos services sont offerts aux clients. Bastien, responsable du personal shopping au Bon Marché, à lire sur Fashion United. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email de cette revue de presse. Je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Enfin, cette semaine, je vous invite à écouter l'épisode 245 consacré au cross-border dans l'e-commerce. J'y reçois Fabien Ponce, directeur de la marketplace d'Amazon en France, et Lucas Pinos, CEO et cofondateur de Novoma, une entreprise de compléments alimentaires. Ensemble, nous revenons très concrètement sur les enjeux du développement international pour les marchands français, du choix des marchés à la localisation de l'offre, en passant par la TVA, la logistique, le service client et la visibilité sur les marketplaces. Un échange riche et opérationnel qui montre que le cross-border est aujourd'hui un levier de compétitivité à part entière. Et pour conclure, cette revue de presse, qui est c'est la dernière de l'année 2025. Elle marque la trêve des confiseurs pour moi. J'en profite pour vous remercier de votre fidélité constante et de vos mots d'encouragement réguliers. Je vous souhaite donc une bonne écoute, évidemment toujours sans coupure, mais surtout je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Cette semaine, le commerce européen donne le sentiment d'entrer dans une phase de recomposition assumée où les lignes de force deviennent plus lisibles, mais aussi plus politiques. D'un côté, l'Europe cherche à reprendre la main sur ses infrastructures clés. Le rachat de PrestaShop par le groupe polonais Cyberfolks, aux côtés de Silus, dépasse largement le cadre d'une opération capitalistique. Il acte la montée en puissance d'un pôle européen du commerce numérique capable d'articuler SaaS, open source et composable commerce et d'opposer une alternative structurée au modèle dominant de Shopify. La logique est claire, offrir aux commerçants plus d'autonomie technologique sans renoncer à l'industrialisation ni à l'échelle. Cette volonté de souveraineté se retrouve dans le paiement. Le lancement de Wero en e-commerce en Allemagne marque une étape décisive pour l'European Payment Initiative, EPI. Après les usages entre particuliers, l'entrée dans le paiement marchand avec des enseignes comme Decathlon, Lidl ou Vip fait basculer le projet dans une nouvelle dimension. Le paiement n'est plus seulement un service, il devient un outil stratégique de souveraineté économique.
Dans le même temps, la pression monte autour du e-commerce extra-européen et plus largement autour du modèle des petits colis. Les prises de position de la FEVAD et le rapport parlementaire publié cette semaine se répondent tout en révélant une tension profonde. D'un côté, la crainte d'un désalignement réglementaire français qui fragiliserait l'écosystème local sans freiner réellement les plateformes asiatiques. De l'autre, un constat implacable, des volumes qui explosent, des contrôles quasi inexistants, des fraudes massives, des risques sanitaires et une concurrence jugée structurellement déloyale. Le petit colis devient ainsi le symbole d'un système arrivé à saturation. La proposition de créer un statut d'importateur présumé pour responsabiliser juridiquement les plateformes marque un changement de doctrine. Il ne s'agit plus seulement de réguler à la marge, mais de reposer les règles du jeu. Ces débats trouvent un écho très concret dans le commerce physique. Le dossier du BHV illustre la dimension désormais politique de certains lieux commerciaux. L'intervention de la ville de Paris, la possibilité d'un portage public ou mixte et la volonté affichée de préserver une vitrine du fabriqué en France montrent que le commerce n'est plus neutre. Il devient un marqueur d'identité économique, culturelle et territoriale. La présence de Chine dans ce contexte agit comme un révélateur des tensions actuelles entre attractivité, image et souveraineté commerciale. À l'opposé de cette conflictualité, l'interview du responsable du personal shopping du bon marché rappelle ce qui fait encore la singularité du commerce physique haut de gamme, la relation humaine, le temps long, l'émotion et l'expérience. À l'heure de l'IA et de l'ultra-optimisation, ce discours sonne comme un contrepoint assumé, presque militant. Sur le plan macroéconomique, enfin, le tableau reste contrasté mais plus résilient qu'attendu. La croissance française tient, la consommation résiste malgré un pessimisme très marqué des ménages. Cette dissociation entre perception collective et situation individuelle pèse sur les arbitrages sans provoquer d'effondrement de la demande. Dans ce contexte, la performance d'un dit texte, portée par une montée en gamme maîtrisée et une exécution opérationnelle solide, montre que la valeur perçue, la gestion des stocks et l'expérience magasin restent des leviers décisif. En toile de fond, l'actualité technologique rappelle que les rapports de force continuent de se déplacer. Le possible investissement massif d'Amazon dans OpenAI souligne combien l'intelligence artificielle devient une infrastructure stratégique susceptible de redessiner les interfaces de consommation, les parcours d'achat et la captation de la valeur dans le commerce. Au final, cette semaine dessine les contours d'un commerce européen sous tension, mis en mouvement, cherchant à se structurer, à se protéger, à se réinventer dans un environnement économique plus résilient qu'il n'y paraît, mais politiquement et technologiquement de plus en plus exigeant. Petit colis importé, une enquête parlementaire révèle des contrôles quasi inexistants et des fraudes massives, à lire sur e-commercemag.fr en date du 18 décembre. Alors que les achats en ligne explosent, la France croule sous des millions de petits colis importés principalement de Chine. Un rapport parlementaire récent révèle un paradoxe inquiétant. Malgré des flux massifs, les contrôles restent quasi inexistants, laissant passer de produits souvent non conformes, dangereux et économiquement déloyaux. Le 17 décembre 2025, un rapport parlementaire met en lumière un paradoxe inquiétant. Alors que les achats en ligne explosent, la France et l'Union européenne font face à une arrivée massive de petits colis importés, principalement en provenance de Chine. Portés par l'essor fulgurant des plateformes de commerce à bas prix comme Chine, Temu ou AliExpress, cette vague a pris une ampleur inédite. En 2024, près de 800 millions de colis sont arrivés en France, soit 5 fois plus qu'il y a 3 ans. À l'échelle européenne, ce sont 4,6 milliards de petits colis qui ont été livrés, l'équivalent de 12 millions par jour.
Selon les douanes, 97% de ces produits proviennent de Chine et transitent majoritairement par avion, saturant les capacités logistiques et de contrôle. Des contrôles quasi inexistants. Le constat dressé par cette enquête parlementaire est sans appel. En 2024, sur 1 million de produits importés dans l'Union européenne, seuls 82 ont été contrôlés. En France, moins de 1% des produits manufacturés importés font l'objet d'une vérification. Pour les petits colis, la situation est encore plus critique. 0,028% seulement des envois ont été contrôlés l'an dernier. Et lorsque des opérations ciblées sont menées, elles révèlent l'ampleur des fraudes. En 2022, un contrôle douanier a montré que 96% des articles étaient non conformes ou contrefaits. Une nouvelle opération menée en novembre 2025 a confirmé la tendance. 8 produits sur 10 ne respectaient pas les normes. On contrôle quelques dizaines d'articles quand on en reçoit des centaines de milliers. C'est un tsunami, résume l'un des rapporteurs. Douane, DGCCRF et services sanitaires sont en première ligne, mais largement sous-dotés face à l'explosion des flux. Des risques sanitaires et sécuritaires majeurs, jouets, vêtements, gadgets électroniques ou cosmétiques, de nombreux produits présentent des risques pour la santé, la sécurité, substances interdites, défauts électriques, absence de marquage CE, ainsi qu'un impact environnemental important. Cette situation alimente également un vaste contournement des règles fiscales et douanières. Pour les auteurs du rapport, l'enjeu dépasse largement la seule protection du consommateur. Le petit colis est l'accélérateur de la non-conformité et de la concurrence déloyale, souligne le député Antoine Vermorel-Marc, rapporteur de la commission avec Julien Guibert sous la présidence de Romain Escan-Nazy. Le rapport met en lumière des effets économiques lourds. Le secteur textile est passé de 400 000 salariés dans les années 1970 à 60 000 aujourd'hui et 1500 boutiques de vêtements ont fermé en France en 2024. En 2 ans, la filière de la prothèse dentaire a perdu 800 entreprises et 3000 emplois, tandis que la part des meubles fabriqués en France a été divisée par 2 en 20 ans. Responsabiliser les plateformes face à ce constat, les députés appellent à un changement de doctrine. Le rapport formule 29 recommandations, parmi lesquelles la création d'un statut d'importateur présumé pour les plateformes, afin de les rendre juridiquement responsables des produits vendus par des vendeurs tiers non établis dans l'Union européenne. Il plaide également pour un renforcement des sanctions, jugées aujourd'hui peu dissuasives, une augmentation significative des moyens alloués aux services de contrôle et une meilleure coordination des douanes au niveau européen. Une taxe de 5 € et un débat européen. Autre mesure emblématique, l'instauration d'une taxe forfaitaire de 5 € par petit colis, prévue dans le projet de budget 2026 adopté au Sénat, avant une taxation européenne envisagée à partir de juillet 2026. Le rapport appelle aussi à une refonte du Digital Services Act, DSA, jugé inadapté au commerce en ligne. Avec le DSA, certaines plateformes se contentent de retirer les contenus les plus manifestement illégaux sans réelles sanctions économiques, critique Antoine Vermorel-Marc. Interrogé à l'Assemblée nationale, le ministre du Commerce a partagé ce diagnostic et a rappelé qu'une décision de justice est attendue concernant une possible suspension temporaire du site Shein. Ce qui s'appliquera à Shein s'appliquera aussi aux autres plateformes coupables des mêmes manquements, a-t-il assuré, tout en prévenant que le combat sera long. Intelligence artificielle, Amazon est en passe d'investir 10 milliards de dollars dans OpenAI, à lire sur l'usine digital.fr en date du 17 décembre. Depuis qu'OpenAI et Microsoft ont renégocié leur alliance en octobre, la start-up dirigée par Sam Altman ne manque pas d'occasion de rappeler à son bienfaiteur originel qu'elle est désormais libre de ses mouvements. Aux dernières nouvelles, d'après le média américain The Information, dont le scoop a été confirmé à plusieurs autres titres de presse, dont la chaîne CNBC, elle serait entrée en négociation avec Amazon afin que le géant de l'e-commerce injecte dans son capital au moins 10 milliards de dollars et la fournisse en puces Trainium.
d'éventuels partenariats commerciaux. Si l'information n'a à ce stade pas été confirmée par les deux entreprises concernées, elle émane de plusieurs sources proches du dossier. Celles-ci affirment que leur échange aurait débuté en octobre après la restructuration capitalistique d'OpenAI. La start-up qui s'est vue en septembre promettre par Nvidia un investissement pouvant atteindre 100 milliards de dollars en cherche tous azimuts de nouveau alors qu'elle continue de brûler du cash. Avec les 10 milliards d'Amazon, elle verrait ainsi sa valorisation dépasser les 500 milliards de dollars et pourrait payer ses fournisseurs de puissance de calcul. Le contenu de cet accord en construction n'a pas fuité intégralement. En plus de l'utilisation des puces Trainium dédiées à l'entraînement de modèles, Amazon et OpenAI auraient évoqué d'éventuels partenariats commerciaux, a rapporté The Information, qui soupçonne notamment une meilleure mise en avant des produits vendus sur Amazon dans ChatGPT, de plus en plus orientés vers l'e-commerce. Justement, le robot conversationnel aurait également été au cœur des discussions avec la possible vente d'une version Enterprise à Amazon, selon une source. Un précédent contrat à 38 milliards de dollars. Certes, Amazon ne pourra pas vendre les modèles d'OpenAI à ses clients cloud, Microsoft ayant encore l'exclusivité sur ce point, mais s'il s'agit là bel et bien d'un rapprochement entre deux mastodontes de la tech. Début novembre, OpenAI s'était déjà engagé sur 7 ans auprès de la division cloud du géant de l'e-commerce à travers un contrat à 38 milliards de dollars. Celui-ci prévoit qu'Amazon Web Services fournisse ses services d'infrastructure cloud aux développeurs de ChatGPT afin de soutenir ses charges de travail d'intelligence artificielle, notamment agentique. Un rapprochement qui se fait par ailleurs aux dépens d'un autre acteur majeur de l'IA générative, Anthropic. La start-up avait tissé avec Amazon des liens privilégiés depuis 2023 via un investissement total d'au moins 8 milliards de dollars dans son capital. Que la firme fondée par Jeff Bezos se tourne vers son principal rival n'est pas bon signe, mais dans le secteur endogame de l'IA, Anthropic a déjà trouvé un lot de consolation. Mi-novembre, elle a dévoilé un partenariat majeur et très rémunérateur avec Nvidia et Microsoft, l'ancien partenaire exclusif d'OpenAI. PrestaShop passe sous pavillon polonais, une recomposition du commerce numérique mondial en vue, à lire sur franchweb.fr en date du 12 décembre. PrestaShop change à nouveau de main 4 ans après son rachat par le groupe italien MBE Worldwide. La plateforme française de création de boutiques en ligne passe sous le contrôle du groupe polonais CyberFolks aux côtés de Silius. L'opération dépasse un simple changement d'actionnariat et doit être considérée comme une recomposition stratégique du commerce numérique européen qui change les équilibres mondiaux où domine Shopify. PrestaShop, un champion open source arrivé à maturité. Fondé en 2007 à Paris par Bruno Lévesque et Igor Schlumberger, PrestaShop s'est imposé comme l'un des pionniers français de l'e-commerce open source. Sa promesse initiale a été de permettre aux commerçants, en particulier les TPE et les PME, de créer et d'exploiter une boutique en ligne sans dépendre d'un modèle SaaS fermé. Ce positionnement a favorisé une adoption massive. Rien qu'en France, PrestaShop revendique historiquement près de 17% de part de marché. À l'échelle mondiale, la plateforme compte aujourd'hui environ 230 000 boutiques actives qui ont généré 22 milliards de volume d'affaires, la fameuse GMV, en 2024. L'écosystème est structuré autour de milliers de modules, d'agences partenaires et de prestataires techniques, faisant de PrestaShop bien plus qu'un simple CMS. Mais fait notable, dans le paysage tech européen, ce parcours s'est construit avec des moyens financiers limités, avec environ 14,7 millions de dollars levés depuis l'origine, notamment auprès d'Xange, Serena, Venture Partners et de Business Angel. De MBE Worldwide à CyberFolks, un changement de logique. En 2021, PrestaShop est acquis par MBE Worldwide, un groupe italien spécialisé dans les services d'expédition, de logistique, d'impression et de marketing.
L'opération vise alors à enrichir l'offre de MBE à destination des TPE et PME dans un contexte d'accélération du commerce en ligne post-pandémie. Alexandre Eruimi reste d'ailleurs à la tête de l'entreprise avec pour mission d'étendre la présence de PrestaShop en Europe et en Amérique latine. Le passage sous le contrôle de Cyberfolks marque une rupture plus profonde, là où MBE abordait PrestaShop comme un levier de service opérationnel. Cyberfolks l'intègre dans une stratégie de plateforme et d'infrastructure applicative. Cyberfolks, de l'hébergement à l'orchestration du commerce numérique, anciennement connu sous le nom de R22. Cyberfolks est un groupe technologie polonais, coté à la bourse de Varsovie, historiquement positionné sur l'hébergement web, les domaines et les services cloud. Le groupe a progressivement élargi son périmètre vers des solutions SaaS et des outils dédiés à l'e-commerce. Ces dernières années, Cyberfolks a multiplié les acquisitions ciblées pour bâtir un ensemble cohérent. Shopper pour le e-commerce SaaS, Apilo et Sellintegro pour les intégrations marketplace, ERP et logistique, Vercom pour la communication transactionnelle et le marketing automation. Avec PrestaShop, le groupe ajoute une plateforme open source de dimension mondiale à son portefeuille. Cette stratégie est soutenue par une capacité financière renforcée, notamment une augmentation de capital de plus de 47 millions d'euros, complétée par des financements bancaires. Silius, la brique entreprise, est composable. Aux côtés de PrestaShop, Silius joue un rôle clé dans le projet, également d'origine polonaise. Silius est un framework e-commerce open source, headless et API first, construit sur Symfony. Contrairement aux solutions packagées, il s'adresse principalement à des projets complexes, fortement personnalisés et intégrés au système d'information existant. Les projets réalisés avec Silius représenteraient environ 7 milliards d'euros de GMV annuel, avec un positionnement résolument orienté enterprise et composable commerce. Son intégration permet à Cyberfolks de couvrir un segment jusqu'ici difficilement accessible avec PrestaShop seul, celui des grandes architectures e-commerce sur mesure. Un ensemble à 35 milliards d'euros de GMV. Avec Presta, Silius et les solutions SaaS du groupe, Cyberfolks revendique désormais environ 35 milliards d'euros de GMV cumulé. Un seuil symbolique qui permet à la direction de comparer son empreinte européenne à celle de Shopify, tout en revendiquant une approche alternative. Là où Shopify repose sur un modèle SaaS homogène et fermé, Cyberfolks assemble 3 modèles complémentaires. Le SaaS pour la simplicité et la rapidité de déploiement, l'open source pour l'autonomie et la flexibilité des PME et enfin le composable pour les projets enterprise. Cette division constitue l'un des axes structurants du projet industriel. Synergie et monétisation au-delà du CMS. Les synergies attendues dépassent le périmètre strict de la création de boutiques en ligne. Cyberfolks mise sur le cross-sell et l'upsell entre les bases clients des différentes plateformes, ainsi que sur la montée en valeur des services associés. Les outils d'intégration Apilo et Sellintegro doivent répondre à la demande croissante de connexion avec les marketplaces, les ERP, les opérateurs logistiques et les outils marketing. Vercom renforce la brique communication, de la messagerie transactionnelle au marketing automation. Le groupe prévoit également de structurer un marketplace mondial de modules et de solutions donnant accès à plus de 200 000 marchands. Dans cette logique, PrestaShop n'est pas considéré par son futur propriétaire comme une simple solution e-commerce, mais devient un point d'entrée vers son écosystème de services. Nos services sont offerts aux clients. Bastien, responsable du personal shopping au Bon Marché, à lire sur Fashion United en date du 18 décembre. Bastien, responsable du personal shopping et des salons particuliers du Bon Marché, évoque son parcours au sein du grand magasin, l'organisation et de l'accessibilité à ses services, la place centrale de la relation humaine dans son métier, ainsi que les échanges entre les maisons encouragés par le programme Virtuose 2025.
Quel a été votre parcours au sein du Bon Marché? Il y a 15 ans, j'ai débuté en tant que stagiaire, puis alternant. Le magasin m'a fait grandir. LVMH propose des programmes internes aux maisons ou aux groupes qui m'ont permis de m'intégrer dans l'écosystème. Des compétences sont identifiées et remerciées afin de pouvoir évoluer d'un poste à un autre. J'ai expérimenté plusieurs secteurs complètement différents, la mode, la femme, le mobilier, le luminaire, l'horlogerie et la joaillerie. En 2019, j'ai été nommé responsable du service personnel shopping et des salons particuliers. Je pense avoir été choisi car je peux représenter différents corps de métier. Comment est organisé le service de personal shopper au Bon Marché? Le Bon Marché dispose d'un appartement privé dans lequel une équipe de 6 personnes accueille les clients avec ou sans rendez-vous. Elle les accompagne dans leurs acquisitions, que ce soit du prêt-à-porter, du mobilier, des cosmétiques ou des articles de la grande épicerie. L'idée est d'avoir un condensé de tout ce qui se passe au Bon Marché, de pouvoir trouver le produit adapté, mais aussi de faire vivre une expérience à notre clientèle. Qui a accès aux services de personal shopping du Bon Marché? Nos services sont offerts à l'intégralité de nos clients, c'est dans l'ADN du Bon Marché. Ils doivent pouvoir dépenser un budget qu'ils souhaitent allouer. Nous les accueillons de la même façon dans une boutique de luxe avec le même niveau d'exigence et le même travail de fidélisation. L'accueil passe par un rendez-vous physique, mais aussi par un suivi client. Nous faisons en sorte qu'ils passent un bon moment pour instaurer une relation de confiance. Quel type d'expérience proposez-vous pour créer du lien? Par exemple, nous avons organisé une visite dans une manufacture d'excellence en Suisse pour leur faire comprendre qu'un produit n'arrive pas juste comme ça dans la vitrine d'un beau magasin. Il y a un vrai processus derrière. Ce genre de démarche renforce les liens et nous permet d'entretenir une relation, de lier des amitiés pour que les clients puissent avoir envie de venir nous voir, pas uniquement pour acheter un produit, mais pour boire un café ou une coupe de champagne. Le salon gère également une activité événementielle avec des marques partenaires comme l'installation de Trunk Show, un atelier montage-démontage de mouvements horlogers ou une masterclass beauté. Est-ce que l'irruption de l'IA dans votre métier vous effraie? Pour être honnête, cette technologie n'est pas arrivée jusqu'à nous. J'ai coutume de dire que le Bon Marché est un petit grand magasin. Nous sommes une petite équipe et nous connaissons tous nos clients. L'IA ne pourra jamais remplacer ce que nous parvenons à faire, la relation humaine et la proximité qui en découle. Avec 174 ans d'existence, le Bon Marché a une âme. Avec mes équipes, nous travaillons sur cet impalpable. À l'occasion de sa cérémonie des savoir-faire, LVMH a inclus votre métier dans le spectre de l'artisanat. Comment interprétez-vous cela? L'artisanat, ce n'est pas uniquement ce qu'on fait avec les mains. Les équipes de vente transmettent de l'émotion. Les clients viennent pour vivre une expérience sans quoi ils peuvent commander sur Internet. C'est pourquoi LVMH considère les métiers de la vente, en tout cas de l'échange physique avec les clients, comme de l'artisanat. Ainsi, des personal shoppers ont entamé une relation sur le besoin d'une robe pour une soirée. Aujourd'hui, ils travaillent sur l'intégralité du futur appartement de la cliente, habillent ses enfants, trouvent le bon vin pour un dîner et vont même jusqu'à recommander un restaurant. Au-delà de la broche signée Dior, que vous apporte le programme des Virtuoses 2025? Tout au long de l'année, des masterclass sont organisées pour rencontrer d'autres virtuoses. Ainsi, je vais pouvoir être en relation avec l'expert cuir de Louis Vuitton ou la première d'atelier de Dior. On va pouvoir partager nos expériences, travailler ensemble, organiser des masterclass pour en apprendre plus sur nos métiers respectifs. Cette récompense facilite beaucoup l'échange entre nos maisons et optimise nos compétences. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître
autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.